Dès que tu rentres dans la pièce, t'as la grande table comme ça, les dossiers, les machins. Tu vois le type qui est là dans son fauteuil, on dirait un truc de cinéma un peu quoi. Et là tu comprends que tu fais face à quelqu'un quasiment d'une autre espèce quoi. Je m'appelle Victor Cohen, je suis ghostwriter pour les grands dirigeants d'entreprise. Les grands dirigeants, les patrons, etc., c'est des gens à part. C'est très impressionnant en fait de voir à quel point comme ça une personne peut être écrasée par la fonction. Je pense qu'on a un peu la même impression quand on est, je sais pas, avec un roi, avec un président de la République ou quoi. Quand tu vois en fait l'ensemble de ce qu'il y a à gérer. J'avais un client par exemple, je me souviens, il avait 350 000 salariés sous ses ordres. Tu sais, parce qu'ils sont comme ça, que le type se couche la nuit en se disant « Ces 350 000 personnes-là, qu'est-ce que je leur fais faire? Comment est-ce que je les oriente, etc. » Enfin, je veux dire, il a sur le dos, entre guillemets, ce poids-là. Il y a un truc qui est assez marrant, et je pense que en soi, personne ne le sait, mais c'est comment un grand patron devient un grand patron. On a l'impression qu'ils sont nés comme ça, avec le costard 3 pièces, etc. Mais en fait, quand tu regardes et quand tu demandes comment vous avez fait et tout, ben, ils te disent, voilà, j'étais à tel endroit, puis je suis passé directeur de telle branche, puis machin. Bon, en gros, ils deviennent managers. Mais comment un manager devient un grand patron? C'est qu'à un moment donné, il va y avoir un moment où l'entreprise se cherche un dirigeant comme ça, et ce qu'elle va demander principalement, c'est des convictions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme vision pour l'entreprise, tout bêtement. Un grand patron, c'est juste quelqu'un, un salarié dans une boîte, qui a des convictions plus fortes que les autres salariés sur sa boîte. C'est des gens qui ont un degré de certitude, de confiance dans ce en quoi ils croient, et en fait, tu as jamais accès à ça. Et donc moi, je pense que c'est dommage, en fait, parce que c'est là où tu comprends que la fonction est beaucoup plus intéressante. En fait, les grands dirigeants auraient beaucoup plus intérêt à manifester ce qu'est cette fonction-là, et d'être capable de dire, voilà ce que ça veut dire en tant qu'être humain, d'être à la tête de ça, voilà le type de décision que je dois prendre. Le principe, c'est que plus tu montes, plus tu vas être pris dans des espèces de chaînes d'interconnexion de décisions. Le manager général d'une grosse entreprise, c'est, je pense, le type qui se fait massacrer le plus par tout le monde. Il est à la croisée de tous les rapports de force, et en fait, il a une sorte de double obligation qui est d'un côté faire avancer sa conviction, sa vision, et d'un autre côté le bouclier qui est je dois défendre mon entreprise, c'est-à-dire je dois garder les meilleurs talents, me protéger contre une OPA ou une attaque boursière contre je sais pas quoi. C'est genre chaque compartiment, c'est attaquer et défendre, mais sur des trucs où toi, tu te dis, ça y est, c'est easy en fait. Mais en fait non, c'est pas easy du tout. C'est-à-dire que un truc tout bête comme savoir dans les 10 prochaines années comment les décisions vont être prises dans l'entreprise, c'est juste énorme en fait. T'as 300 000 ou 100 000 personnes sous tes ordres, tu vas te réveiller un matin en te disant putain, ce serait bien qu'on fasse les choses comme ça. Tu vas devoir avoir le leadership déjà de faire adopter ça et d'être sûr que ça va vraiment être fait. C'est quasiment de la magie en fait. Le métier de ghostwriter, quand j'en parle un peu autour de moi, les gens pensent que c'est surtout un métier de rédaction. C'est 95% un métier humain. C'est-à-dire, tu rentres dans le bureau, déjà, tu sens que tu as affaire à quelqu'un qui a pas du tout la même manière de gérer ses émotions que toi. Et en fait, plus tu passes de temps avec eux, à la limite, plus ça se manifeste. C'est quasiment un truc physique de gestuel que tu peux voir. C'est-à-dire que si je t'imite le grand patron qui te parle, c'est genre... Tu lui poses une question par exemple, tu vas dire et donc à tel moment, nanana, tu te regardes comme ça. Il y a vraiment comme ça une sorte de masque et tu le vois vraiment à cette espèce de bouche pincée comme ça qui va comme processer les trucs et tout à l'intérieur, mais en même temps tu sens que c'est pas des émotions comme les tiennes. Tu sens que c'est des émotions que toi t'as pas chez toi. T'as pas le pack grand patron, non, c'est autre chose, tu vois. C'est pas des gens, de ce que j'ai vu, qui ont très envie de devenir pote pour devenir pote. Et puis il y a un moment comme ça, un peu de switch, où d'un seul coup, il y a quand même une espèce de relation humaine qui se crée, mais presque
à leur corps défendant. Je te donne un exemple. Un moment, je suis avec un client comme ça, un patron du CAC, machin. On se retrouve comme ça ensemble et on prend sa voiture de fonction. On est dans l'espèce de Tesla hyper chic, machin, d'entreprise et tout. Donc on monte derrière, intérieur cuir, machin. Moi, je suis super... je trouve ça un peu chic, en fait. Je suis un peu intimidé comme ça. Le gars, donc vraiment que j'ai jamais vu, même respirer de travers et tout. Là, je sens qu'il se détend un peu comme ça. Et il sort de sa veste, il sort de petit étui. Il s'allume une cigarette, il m'entend une, il me dit « Vous en voulez ?» En fait, je savais même pas qu'il fumait. Je vois qu'il fume sa clope. Et pourquoi il fume sa clope? En fait, il fume sa clope parce qu'il était stressé. Là, j'ai senti un peu une communion, tu vois. Et c'était le premier moment comme ça. Et en fait, après, on s'est mis un peu à se parler. Et c'était beaucoup plus personnel et tout ça. Et donc, en fait, je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Si, à un moment donné, les gens qui sont au sommet de la prise de décision dans la vie économique avaient la capacité de parler un peu plus clairement et un peu plus sincèrement et peut-être même authentiquement de ce que ça implique d'être à leur place, de ce qu'est leur quotidien, de ce que sont leurs enjeux, de ce que sont les rapports de force dans lesquels ils sont pris. Parce que tout bêtement, en fait, les gens ne connaissent pas ça. Tu vas prendre un étudiant d'école de commerce, de grande école de commerce, d'HEC, de machin, tu lui demandes de te faire un tableau un peu clair des rapports de force entre un conseil d'administration, une assemblée actionnariale et une équipe dirigeante d'une entreprise, je pense qu'il n'est pas très au clair de qui dirige qui et qui peut quoi à quel moment, etc. Et donc ça, c'est juste une des toutes petites parties. Tu vas avoir la même chose ensuite vis-à-vis de comment il interagit avec ses salariés. C'est-à-dire le rapport avec syndicats, les talents, les grands managers, etc. Enfin, je veux dire, il y a tout un écosystème. À chaque fois, il y a tout un tas de micro-univers qui sont ultra spécifiques et que vraiment, pour le coup, personne ne connaît. Et je pense pas que les gens n'aient rien à foutre. Je me demande même à la fin si les patrons ont pas l'impression que les gens n'ont rien à foutre en fait. Mais il y a vraiment aucun canal d'une certaine manière pour leur expression à eux. C'est pour ça que les gens comme moi existent en fait d'une certaine manière, c'est que à la fin les types se retrouvent à avoir 70 ans, 80 ans, être en fin de carrière et ils se disent bon, je vais enfin raconter un peu le truc. Mais je pense que c'est dommage d'attendre si tard. Et que ça pourrait être intéressant d'avoir des bouquins, des publications, etc. où de manière vraiment à destination du grand public, ils soient capables d'expliquer c'est quoi, je sais pas, diriger une entreprise de 200 000 salariés, tu vois. C'est quoi d'être le DG dans une assemblée d'actionnaires ou face à un conseil d'administration d'une entreprise en perte, tu vois, ou qui n'a pas atteint ses objectifs. C'est des trucs, c'est lourd, quoi. Mais malheureusement, ça existe pas trop, ce genre de confessionnal pour grands patrons. Moi, je trouve que ça finit par être intéressant, quand même. Parce que même si ça a l'air d'être des histoires de pages saumon du Figaro, en fait, si tu le racontes bien, si tu redonnes à ces choses-là en fait leur dimension un peu épique, je suis désolé, mais ça peut quand même devenir super génial.